mes messages, à 4.1, document de présentation de Forestville, et à 4.2, les journées de la persévérance scolaire. Au point 5, en développement économique, je vous parlerai de l'aéroport, incluant la SOPRIM. Au point 6, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 7, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi de démission d'un pompier, et à 7.3, du rapport annuel du schéma de couverture de risque en incendie. Au point 8, en transport, le rapport du conseiller M. Foster. Au point 9, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. Au point 10, en loisirs et sport, le rapport du conseiller M. Guy Racine. En administration, au point 11, nous verrons à tour de rôle l'approbation et le paiement des comptes, le rapport financier à ce jour, à 13.3, les autorisations de déplacement, à 13.4, demande d'aide financière, à 11.5, l'Office municipal d'habitation pour le budget 2018. Au point 12, dans les actes législatifs, l'adoption du règlement 2018-279, ce sera suivi de la période de questions. Est-ce que ça vous va comme projet d'ordre du jour? Oui. Adoption proposée. Je propose l'acceptation de Monsieur Racine. Les procès-verbaux, donc la séance ordinaire du 16 janvier dans un premier temps. Je rappelle que les procès-verbaux sont toujours déposés au préalable au conseiller pour qu'il puisse en faire la lecture, faire les corrections si nécessaire, afin de me dispenser d'en faire la lecture intégrale. Alors, dans le procès-verbal du 16 janvier, s'il n'y a pas rien à ajouter, proposition pour adoption? Je propose. Madame Lheureux. Le 31 janvier, on se rappellera que c'était la séance extraordinaire pour adopter le règlement 277, qui est le règlement pour l'imposition des taxes foncières et les tarifs pour les services municipaux d'aqueduc, égouts et matières résiduelles. Je propose. Monsieur Desbiens. Et finalement, le 5 février, une assemblée extraordinaire, le règlement 277, qui était le budget et le programme triennal d'immobilisation. Je propose. Madame Gagné. Merci. Dans les messages, alors la première des choses, je voudrais vous présenter, et ce document sera disponible. On a fait le lancement d'ailleurs à la Chambre de commerce la semaine dernière lors de la visite de Martin Ouellette, le député. Nous avons produit un petit document très, très simple, mais c'est un document promotionnel des attraits de développement de Forestville. Alors, avec beaucoup d'images, où on parle autant de nos infrastructures et de nos attraits, donc le parc industriel, l'aéroport, le quai, la qualité de vie, nos infrastructures portuaires, autant les services, donc les services de santé, d'éducation, loisirs, sport, culture. Donc, un petit document bref, mais un document qui dit « Voici ce que Forestville a à vous offrir », intitulé « Un environnement inspirant, une ville de possibilités ». Alors, pour faire la promotion de notre communauté. Et la bannière qui est disposée là aujourd'hui, donc c'est des nouveaux outils de promotion de Forestville. Alors, ce document est disponible à la ville. Les journées de la persévérance scolaire, alors on est en plein dedans, c'est du 12 au 16 février, c'est la 12e année maintenant que c'est les journées de la persévérance scolaire. On nous demande vraiment de souligner et de parler des efforts qui sont nécessaires à la réussite scolaire, à la persévérance malgré les difficultés, mais l'importance d'obtenir une diplomation, le soutien des parents et de l'ensemble de la communauté pour nos jeunes durant leur parcours scolaire. Et je profiterai de ces journées de la persévérance scolaire pour ressouligner, la semaine dernière, la commission scolaire de l'Estuaire s'est très bien positionnée dans le cadre du palmarès qui a été publié au niveau des commissions scolaires. Alors, c'est aussi très intéressant de le dire. Et je suis toujours reconnaissante aux enseignants
et au personnel scolaire, personnel professionnel qui accompagne les jeunes et les moins jeunes dans leur parcours scolaire. Voilà. En développement économique, maintenant, au point 5, je vais vous parler de l'aéroport. Alors, il y a eu un sommet sur le transport aérien la semaine dernière à Lévis. Monsieur Marc Pigeon nous a représentés, puis il était le seul représentant de la Haute-Côte-Nord. Alors, essentiellement, ce qu'on s'attend du gouvernement, c'est que des petits aéroports comme nous, qui n'ont pas nécessairement un transport aérien quotidien, je dirais, là, avec les lignes, avec les fréquences, mais des petits aéroports comme nous, il n'y a pas souvent de programme de soutien financier. Hein? C'est les propriétés de la municipalité et c'est à la charge des contribuables. Alors, à l'intérieur de ce sommet, c'était abordé les deux choses. On parle beaucoup en région, bien sûr, du coût des billets de transport aérien. Et évidemment que les gens de la Basse-Côte ou de la Mingani ou de Sept-Rivières ou de Kaniapisco sont très, très concernés par ces coûts exorbitants. Mais aussi, les gens de la Côte-Nord s'étaient donné le mandat là, de voir nos aéroports qui ont besoin d'être rénovés, ces aéroports qui appartiennent aux municipalités ou aux MRC, qui ont besoin d'investissement ou de rénovation, de mettre sur pied un programme pour soutenir les communautés. Alors, c'est ça qui a été demandé au niveau du gouvernement. On n'en est pas à la réponse, bien sûr, mais c'est d'inscrire davantage ce besoin d'aide gouvernementale donc, à ce sommet. Notre aéroport à nous, je ne sais pas, les gens ont dû entendre, à partir du 1er février dernier, on a eu une semaine, eu un 7 jours environ, un contrat à nouveau d'hélicoptère de la compagnie Eli Express qui est venu travailler ici au nom du ministère Forêt, Faune et Parcs pour faire le recensement des peuplements d'orignaux au nord de Forestville, donc sur Berzemis 2, secteur Labréville. Alors, un nouveau contrat, ça a duré 7 jours et ils ont été enchantés du contrat qu'ils ont signé avec nous et évidemment, c'est des argents nouveaux dans nos coffres. Et on annonce déjà, parce qu'on a conclu une entente avec la SOPFIM pour les arrosages de la tordeuse du bourgeon d'épinette. Ils seront ici, bien sûr, au printemps. Et cette année, ils comptent être plus longtemps, à moins que les conditions météorologiques soient vraiment à l'envers, là, mais ils devraient être plus longtemps, faire plus d'arrosage et avec plus d'appareils. Alors, un meilleur contrat encore pour nous. Alors, il y aura arrosage. C'est sûr que parfois, les citoyens qui vivent à proximité de l'aéroport trouvent qu'ils commencent très, très tôt leur journée de travail. Et évidemment, à la clarté du jour, on entend. Moi, quand je les entends passer au-dessus de la maison, je dis, voici, il vient de passer quelques milliers de dollars. Mais pour d'autres, c'est un réveil peut-être un peu plus brutal. Mais on a besoin de ces contrats-là pour faire vivre notre aéroport. C'est notre essence même, c'est un attrait. Alors, je demande, encore une fois, la collaboration, tout simplement, la tolérance du milieu, et ça rapporte. Et à chaque année, donc, c'est un contrat qui est toujours supérieur d'une année à l'autre, grâce à nos bons services, à notre accueil. L'aéroport est bien positionné, centre-ville, mais évidemment, voici la conséquence, c'est que c'est au-dessus des maisons. Voilà. C'était pour des contrats donc à l'horizon pour notre aéroport dès le printemps et on en est très heureux. Au point 6, maintenant, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction qui va nous être déposé par Mme Huard. Oui, en nouvelle construction, 2017 et 2018, il n'y en avait pas eu non plus. En rénovation et amélioration, en 2017, on avait 4 permis pour 120 000. Cette année, on a seulement un permis pour 4 000 $. L'année est jeune, on commence. En sécurité publique, au point 7.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. M. Foster, la parole est à vous. Merci, Mme le maire. Notre préventionniste, ce mois-ci, me demande de vous faire la lecture des alarmes non fondées. Ça, c'est pour ceux qui sont reliés à une alarme, là.
Ça arrive encore assez souvent qu'il y a des fausses alarmes, puis elle va vous donner des trucs de comment fonctionner si vous ne savez pas au juste vraiment comment ça fonctionne. Une alarme non fondée, c'est un signal sonore ou visuel indiquant le déclenchement d'un dispositif d'alarme incendie qui, après vérification humaine ou électronique de la situation, ne nécessite pas l'intervention des pompiers, et ce, en raison de l'absence de flammes ou de fumée. Attention, voici quelques conseils afin d'éviter une alarme incendie non fondée. Faites installer les détecteurs ou avertisseurs de fumée loin des sources de fumée ou des vapeurs d'eau, en exemple la cuisine, la salle de bain ou près d'un foyer. Optez pour des détecteurs ou avertisseurs photoélectriques puisqu'ils sont moins sensibles à la fumée légère et à la vapeur. La majorité des systèmes d'alarme incendie disposent d'une fonction de délai qui, lorsqu'activée, permet l'alerte de retenir jusqu'à 90 secondes avant la transmission du signal d'alarme à un centre de télésurveillance. Ça veut dire qu'au moment de l'alarme, vous avez 90 secondes pour aller arrêter votre alarme si ce n'est vraiment pas une alarme incendie. Être consciencieux et prudent évite bien des fausses alarmes. C'est la responsabilité de chacun d'en réduire le nombre. C'est normal parce qu'on a vécu pas mal. Les fausses alarmes, là, c'est une équipe de garde qui sort, c'est un camion, c'est 5 pompiers. S'ils sont partis 1 heure, 2 heures, ben ça fait 10 heures, puis le camion, les gens restent à l'intérieur de la caserne, nettoyer les équipements, nettoyer le camion vers après, ça fait que ça a des coûts. Fait qu'on demande aux gens d'être le plus prudent possible et d'être en surveillance. Merci, M. Foster. À 7.2, démission de pompiers. Alors, il s'agit de M. Pierre-Luc Desmeules de la division de Forestville qui était rentré en fonction le 8 janvier 2013. Donc, on doit accepter sa démission. M. Foster. Et on remercie M. Desmeules de ses années de dévouement. À 7.3, le schéma de couverture de risque pour le rapport annuel. Alors, c'est le plan de mise en œuvre du schéma. Le schéma de couverture de risque, c'est le document adopté par la MRC qui donne les objectifs et les actions au cours des années. Et à chaque année, on doit adopter par résolution dans les municipalités donc le plan de mise en œuvre avant de faire parvenir à la MRC et au ministère de la Sécurité publique. Alors, je ne vous lirai pas tout le document, mais tout simplement pour vous dire que dans ce plan d'action, dans le fond, il y avait des actions qui étaient prévues. Par exemple, on parle souvent des messages de la préventionniste en poste. Alors, ça fait partie des messages de prévention qui doivent exister. L'été, on engage un agent de prévention qui fait des visites à la maison, qui regarde la conformité des installations, qui vous propose des changements si nécessaire, qui change les piles des détecteurs. Alors tout ça, c'est des activités de prévention qui sont inscrites à notre plan de mise en œuvre. Les risques dans la municipalité aussi, tous les bâtiments sont codés par risque d'incendie. Alors, les maisons, c'est des risques faibles. Il y a des risques très, très grands, par exemple, au niveau d'un hôpital, polyvalent, tout ça. Donc, tous les risques d'incendie sont codés et il faut tenir à jour s'il y a des changements. Donc, il faut toujours être prêt à intervenir et savoir quel est le risque de une adresse. Alors, il y a aussi, évidemment, le recrutement continuel de pompiers et pompières. C'est un défi dans ces années-ci. Pour des municipalités comme nous, vous savez, c'est 330 heures de formation de soir, de fin de semaine pour pompier 1. Alors, le recrutement, il est difficile. Les gens ont des obligations. C'est des gens qui sont déjà au travail. Hein. On n'a pas de pompiers en caserne à temps complet. Alors, les activités de recrutement continuel, il faut que ça soit très, très présent donc, dans nos actions. Il y a des gardes obligatoires, il y a la formation, je viens de la mentionner, mais il y a aussi le maintien des compétences. On ne forme pas un pompier à 330 heures une fois pour toutes. Il faut un maintien des compétences annuelles, rafraîchir, se pratiquer avec les boyaux et tout ça. Donc, ça fait partie du plan de mise en œuvre. Alors, c'est ça qu'on retrouve donc dans ce rapport
Et on se positionne très, très bien, c'est-à-dire les objectifs qu'on s'est donnés, on les rencontre. Donc, adoption de ce rapport et on va pouvoir le transmettre à la MRC et au ministère de la Sécurité publique. Il a été préparé par Martin Bouchard, notre directeur du service des incendies. On va poser Mme Simard. On va en transport maintenant au point 8.1, le rapport du conseiller, M. Foster. Merci. Les deux petits points. Et juste pour sécuriser la population, là, il y a une partie de la population qui était bien inquiète parce que c'était noir aux quatre chemins pendant une quinzaine de jours. C'est qu'on a détecté un problème qui avait été provoqué par le creusage sur la première avenue. On a réussi à trouver où c'était. On a été obligé de chauffer la terre, de creuser avec des pics, puis de creuser jusqu'à temps qu'on tombe sur vraiment le problème. Puis le problème a été réglé cette semaine. Je pense là, lundi. Tout est revenu à la normale. Ensuite de ça, je voulais parler aussi des dépôts à neige. Si ça n'a pas été fait aujourd'hui, pour les gens du parc de maisons mobiles, inquiétez-vous pas, là, on sait que les parcs à neige sont rendus, les dépôts à neige sont rendus sur le bord de la rue, mais ça devrait se faire d'ici cette semaine parce que c'est dans le contrat du contracteur et puis on comprend qu'il faut qu'il rouvre les rues avant d'aller ouvrir les dépôts à neige. Fait que, il a complété sa ronde du lundi avec la neige qu'on a eue, puis d'ici à mercredi ou jeudi ou plus tard, les dépôts à neige vont être repoussés pour que vous ayez de la place à mettre votre neige, mais j'espère qu'il n'en tombera plus autant qu'on l'a eu. Il y a encore des bons mois, là, mais on espère que ça se retienne un petit peu. Alors, soit qu'il les pousse ou qu'il les transporte. Oui, qu'il les transporte. Parce qu'on a des dépôts à neige, on est rendu au fil électrique. Alors, on ne peut plus pousser. On va les transporter. Merci, M. Foster. Au point 9, en tourisme, 9.1, le rapport de la conseillère, Mme Lheureux. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Donc, ce qui concerne les dossiers touristes ce mois-ci, la piste cyclable, Forestville-Portneuf, donc c'est un intérêt à tous. Une rencontre s'est tenue avec M. Denis Villeneuve de Véloroute des Baleines afin de voir la possibilité de créer un projet commun, donc les municipalités, les organismes, quad, motoneige, etc., afin de conserver et de réaménager le tronçon entre Forestville et Portneuf. Donc, nous sommes dans l'attente de retour de M. Villeneuve. Donc, la suite le mois prochain. Merci, c'est tout. Merci, Mme Lheureux. Au loisirs et sport maintenant, à 10.1, le rapport du conseiller, M. Guy Racine. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais débuter d'abord pour vous entretenir. Je vais vous parler de la salle de conditionnement. Donc, la salle est ouverte officiellement depuis le 29 de janvier. Et jusqu'à présent, nous avons plus d'une vingtaine de contrats VIP. Donc, c'est très intéressant. Et l'achalandage a augmenté de façon significative, autant le jour que le soir. Et nous en profitons pour inviter la population à venir visiter des installations au complexe Guy Ouellet. Concernant la patinoire extérieure, cette dernière continue d'être un lieu très achalandé et apprécié des utilisateurs. Le rapport d'achalandage nous donne entre 130 et 150 personnes par semaine qui participent aux activités autant de patinage que de hockey. Donc, c'est très, très bien apprécié à venir à date. Concernant la relâche scolaire qu'on va avoir bientôt, une programmation diversifiée sera mise de l'avant pour la relâche scolaire qui se déroulera du 2 mai, c'est-à-dire du 2 mars au 11 de mars de cette année. Et nous vous invitons à consulter la programmation de la relâche dans les médias régionaux et sur le site de la Ville. Concernant les événements à venir, samedi, en fin de semaine, samedi 17 janvier pour les amateurs de hockey, l'équipe de Jonquière va visiter notre équipe régionale du excavation à Savard de la Haute-Côte-Nord. Le 18 février, il y aura toujours au complexe Guy Ouellet la compétition locale Ginette Lehoux en patinage artistique. La fin de semaine du 24 février, le Boréal-Lopette va tenir ses activités. Donc, c'est un attrait très intéressant pour la population et la région. Également, nous invitons à participer en grand nombre. Et samedi, le 24 février, toujours pour les amateurs de hockey, Dolbeau-Mistassini va visiter toujours notre équipe senior régionale. Donc, pour l'instant, c'est tout. Merci de votre attention. Merci, M. Racine.
Le bloc d'administration maintenant. À 11.1, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, les comptes ont été déposés, sont toujours analysés ligne par ligne avec les factures ici. Donc, ça a été fait hier soir. Si ça vous convient, donc l'approbation des comptes, le paiement par résolution. Monsieur Desbiens. À 11.2, le rapport financier. Madame Huard. Oui. On devrait être à 8 puis on est dans le ratio des dépenses, on est présentement à 7 pour janvier. Donc, c'est le suivi budgétaire. À 11.3, en autorisation de déplacement, donc le 8 février aux Escoumins, M. Marc Pigeon, pour le Raymond Chabot de Grande Thornton, ont fait une journée de formation. Et le 21 février, ce sera à Bécomo pour M. Pigeon. C'est une rencontre de la table sectorielle de plein air, qui est par l'URLS, l'Unité régionale Loisirs et Sports Côte-Nord. Donc, autorisation de ces déplacements, M. Racine. Les demandes d'aide financière, on en a quelques-unes ce mois-ci. Donc, le Festilive Desjardins, qui en est à sa 18e édition, demande à chaque municipalité un montant de 100 $. Ce montant-là, je le rappelle, est destiné aux écrivains, aux auteurs qui se déplacent dans les écoles de la Haute-Côte-Nord. Alors, c'est pour soutenir le Festilive, mais surtout le déplacement vers nos jeunes. L'Ordre du mérite Nord-Côtier qui va tenir sa 36e investiture à cette île, donc mise en candidature de citoyens et citoyennes de tout le territoire de la Côte-Nord qui ont marqué dans les différents domaines d'activité, donc l'évolution de la Côte-Nord, donc une contribution de 50 $. Le projet Impact, qui en est à sa 3e édition. Alors, je rappelle, le projet Impact, c'est la Sûreté du Québec, nos pompiers, ambulanciers qui font une simulation d'un accident d'automobile où il y a des pertes de vie causées par l'alcool au volant. Alors, ça aura lieu encore cette année à la polyvalente, à nos jeunes de la Haute-Côte-Nord seulement. L'année dernière, il y avait des autobus qui s'amenaient de la Manicouagan. Cette année, ils le font de façon séparée. Donc, le projet de cette année, ça va desservir Polyvalente de Bergeronne et Forestville. Alors, nous allons bien sûr leur donner le complexe Guy Ouellette gratuitement et on les aide à s'installer et nos pompiers participent avec les pinces de désincarcération et j'y ai assisté l'année dernière. Je dois vous dire que c'était très émouvant et éprouvant parce que c'est du réel, presque. On embarque dans le jeu et je pense que c'est une activité de sensibilisation tout à fait exceptionnelle. Alors, on va participer avec grand plaisir. Opération Enfants Soleil par le service de garde de l'école Saint-Luc. Alors, nous allons leur donner la salle du complexe Guy Ouellette, la salle Ginette B. Sirois, donc gratuitement pour tenir leur activité de financement. Il y a aussi la table locale de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord qui sont en projet de publier ce qu'ils appellent un planificateur pour les aînés. Alors, je vais le dire simplement, je pense que c'est une espèce de grand calendrier avec des autocollants qui permet mois par mois aux gens qui ont des rendez-vous de bien suivre leurs activités. Alors, chaque municipalité contribue pour 50 $. On en a parlé aujourd'hui, donc, à la table de la MRC. Et la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC qui sont dans une campagne cette année qui s'appelle « Aimer la vie ». Alors, nous portons fièrement leur autocollant aujourd'hui et nous allons contribuer, la Ville, pour 50 $ à la Fondation. C'était donc nos demandes d'aide financière proposées par Mme Gagné. À l'Office municipal d'habitation, donc leur budget 2018 de l'Office qui a été présenté le 13 décembre, alors leur budget prévoit des revenus de 109 002 $
et des dépenses de 86 519. Alors, on adopte ce budget. Par la suite, s'ils font des corrections, ils reviennent, puis on fait les modifications à notre résolution. Donc, là, on est dans l'adoption. Madame Simard. Donc, normalement, ils auraient les revenus suffisants pour les dépenses qu'ils envisagent. Et pour terminer, à 12.1, l'adoption du règlement 2018-279. Alors, il y avait eu avis de motion donc, du règlement qui avait été donné par M. Foster à l'Assemblée du 14 janvier. Il y a un avis public de ce règlement qui a été publié dans le journal du 22. Il y a une copie des règlements qui est déposée selon les délais de l'article 356 de la Loi des cités et villes. Les membres du Conseil l'ont lu, puis on n'en refera pas la lecture intégrale. Et le contenu de ce document, c'est le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Forestville. Alors, compte tenu qu'on a des nouvelles conseillères, mais on doit, comme conseil, même les anciens conseillers, donc adopter ce code d'éthique et de déontologie qui est notre cadre de référence, les exigences en termes de déontologie. Donc, adoption de ce code proposé par M. Foster. Voilà, ceci met fin donc au sujet que nous avions à l'ordre du jour. Période de questions. Oui, Madame une question, Kennedy. Mme Anctil. Oui. Concernant la piste cyclable, Oui. si j'ai bien compris, c'est le tronçon entre Portneuf et Forestville. Oui. Donc, ce dernier doit être réaménagé. Oui. Et vous êtes en démarche avec la Corporation Véloroute des Baleines, Oui. M. Villeneuve, c'est ça? Monsieur Villeneuve. On sait que, on a eu la rencontre, on sait qu'on a un tronçon qu'il faut vraiment déplacer. Il y a eu éboulement. Le ministère des Transports nous défend de réutiliser, mais on a voulu s'asseoir sur aussi pour l'ensemble du projet, parce qu'on le sait que c'est l'ancienne 138 qui a été déplacée justement compte tenu des risques. Alors, si on investit, on souhaite vraiment le faire à long terme, et à ce moment-là, on veut aussi évaluer si il y a le tronçon jugé prioritaire, mais on veut aussi l'évaluer à la longueur. Puis, les gens qui étaient autour de la table, le projet, c'est de se dire, ben oui, c'est le vélo, mais ça pourrait aussi être utilisé un corridor pour les quads, pour qu'ils n'embarquent pas sur les vélos. Et éventuellement, est-ce que les quads, ça peut aussi être des motoneiges? Alors, on veut étudier le projet de façon plus globale et l'étudier Portneuf et Forestville, parce que tout le monde est concerné. Donc, les organismes, on est à cette étape-là présentement. Donc, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'estimation de coûts, etc. Vous n'en êtes pas rendu là encore. On n'est pas rendu là et c'est M. Villeneuve avec son équipe qui sont très habitués de faire ce genre de projet-là qui sont à l'étude à ce moment-là. On a eu une rencontre quand même avec du côté de Portneuf, avec les quads et la motoneige. Puis les données sont sur la table et l'étude est en cours. Mais il y a une volonté de tous de maintenir. Il faut voir maintenant qu'est-ce que ça signifie comme travaux et évidemment le nerf de la guerre, les coûts. OK. Les coûts. Mais tous ensemble, probablement que ça pourrait amener peut-être un peu plus de subventions et sûrement de la main-d'œuvre aussi, si les besoins sont à cet effet-là. C'est quoi la longueur du tronçon? Êtes-vous en mesure de me le... Non. Le total, Est-ce que c'est 12 km? le total, 12 km, oui, mais le tronçon qui est en danger, on n'est pas à un demi-kilomètre, grossièrement. Là. Oui. Merci. Pas d'autres questions pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais brièvement revenir sur le rapport là, de Raymond Grant Chabot Thornton qui a été déposé là, le mois dernier. Pas déposé, mais que vous avez discuté. Je n'étais pas à la réunion. Je peux pas être parler des suites que nous avions Oui, données. exactement. Oui. En juillet dernier, je vous avais demandé quel était le lien entre ce rapport-là et le rapport là, de la firme d'Alia Conseil sur l'évaluation du climat de travail à la ville. Puis, vous m'aviez dit quelque chose qui ressemblait à... dans le fond, l'idée, c'était d'avoir un portrait global de la situation
afin de prendre les bonnes décisions lorsque ça s'imposera. Puis c'était une réponse qui avait bien du bon sens, finalement. Puis je me demandais juste comment ça se fait qu'on a négocié l'entente de fin d'emploi avec l'ancien directeur général avant même d'avoir en main le rapport là, de la firme. Oui, exactement. C'est deux éléments séparés. OK. Séparés. Le rapport d'Alia est un rapport de l'organisation, du climat de l'organisation. Alors que le rapport de Raymond Chabot, c'est que le Conseil avait eu information sur des éléments que nous voulions aller faire vérifier. Parce que Raymond Chabot, ils sont déjà avec nous, c'est les comptables, quand on fait la vérification externe en fin d'année, mais on sait que la vérification qui est faite à ce moment-là, elle est très aléatoire. Et nous, il y a des éléments qu'on voulait demander une vérification plus approfondie. Alors, on a demandé un audit spécifié sur des éléments que nous voulions avoir une réponse claire et juste. Donc, ce rapport-là c'est un document de travail pour éclairer le Conseil. C'est ce rapport-là qu'on a reçu. Okay? Le départ de M. Brochu et Raymond Chabot, c'est pas des liens. Donc, le fait que vous avez demandé ça en même temps, c'était comme un hasard, puis il n'y avait pas de lien entre les deux. Et le rapport, ce que j'ai dit à la dernière Assemblée, effectivement, Raymond Chabot nous a fait un rapport de certaines déficiences, okay? Et avec des processus pour les corriger. Et c'est dans ça qu'on travaille présentement. Okay. Et j'avais mentionné, puis ça me fait plaisir de le répéter, c'est des éléments, par exemple, sur le suivi des factures, suivi de réclamations, le suivi des vacances des employés, parce que les vacances, on accumule ou on n'accumule pas. Donc, tous les processus de convention collective sur lesquels on veut mettre des règles encore plus rigoureuses pour que ça se passe dans les règles de l'art. Parfait, merci. C'était juste pas clair comme ça, moi, du juillet, quand on en avait parlé. J'avais l'impression qu'il y avait quand même un lien entre les deux. Okay. On l'a très bien expliqué en janvier aussi. Pas en janvier, je parlais dans juillet à l'époque. En juillet, j'étais là aussi. Mais en janvier, ça a très bien été expliqué, comme il vient de le dire. Ça fait plaisir de le reprendre. C'est beau. Je voulais juste être sûr qu'il n'y avait pas de lien. Puis aussi, brièvement, je voulais revenir sur le rapport d'Alia Conseil encore. Étant donné qu'on ne peut pas l'avoir, on a des fois des questions. Est-ce que dans ce rapport-là, il y avait eu des reproches ou des blâmes qui avaient été faits, soit à vous ou à d'autres membres du Conseil qui étaient en place à l'époque, dans la gestion de ce dossier-là? Est-ce qu'il y a eu des blâmes ou des reproches d'adresser? Bien, écoutez, on a demandé un portrait de notre climat organisationnel, à l'intérieur duquel, pour faire le portrait, tous les employés ont eu droit et ils ont pris le privilège d'ailleurs à 1 heure d'entretien privé et confidentiel. Et ce qui nous a été déposé, c'est des éléments qui recoupaient plusieurs interventions. Okay? Quand il y avait un sujet, par exemple, qui était partagé par plusieurs de nos employés, là, il y a eu des recommandations ça nous a été souligné. Alors, c'est certain qu'il y a dans ce rapport, à certains égards, je dirais des félicitations en disant ça c'est bon et continuez. Puis dans le rapport, il y a des éléments qui disent il y a des éléments qui sont aussi à modifier et à améliorer et mettez-vous en mouvement vers ça pour que tous les employés partagent un meilleur climat organisationnel. Alors, c'est certain quand on demande un rapport comme celui-là, c'est pas pour se faire féliciter, c'est pas ça le but. C'est pour se faire pointer les éléments d'amélioration et effectivement, il y en a. Donc, il y a certains éléments. En fond, ce que ça dit, c'est que, parce que vite de même, on avait l'impression, étant donné le cours des événements, qu'il y avait comme un gros méchant dans cette histoire-là, puis que tout avait été réglé, puis bon, tout était derrière nous. Mais bon, finalement, c'est pas ni noir ni blanc, c'est plutôt gris, là. Il y avait... Puis il y a plusieurs éléments, là. Il n'y a pas eu une recommandation, puis ça s'arrête là, non? Non. Vous venez de le dire aussi. Processus. Oui. Un truc intéressant que vous venez de dire, c'est que dans le fond, les employés qui faisaient qui parlaient aux gens de l'Alia Conseil faisaient ça en toute confidentialité. Donc, ces informations-là ne se retrouvent pas. On ne dit pas un tel a dit telle chose. Non, surtout pas. En toute confidentialité, puis c'était tellement confidentiel là, que ça ne s'est pas fait dans les mêmes bureaux.
pour qu'on n'a pas à savoir. Puis le but n'est pas d'aller pointer, le but est d'avoir notre image, puis de se mettre en amélioration. On est en amélioration continue. Alors oui, effectivement, les employés ont eu droit à au moins 1 heure. Je pense que certains ont pris davantage, puis soit, et avec des professionnels. Donc, non, le rapport ne cite jamais qu'un tel a dit que. Donc, juste pour remettre ça en perspective, ça veut dire que la quantité d'informations personnelles dans le document n'est peut-être pas aussi grande qu'on pouvait le laisser Tout à fait. entendre. OK. C'est dénominé, là. C'est... Puis un autre truc aussi, c'est quand on parlait de la fameuse entente là, de 170 000 qu'on avait versé à l'ancien DG, on disait que la raison principale qui avait motivé cette décision-là, c'était le fait qu'il y avait des risques de poursuite ou, bon, je ne sais pas si c'est risque est le bon mot, là, mais des menaces, je ne sais pas trop comment le dire, mais bref, la raison pour laquelle vous êtes entendu sur 170 000 $, c'est qu'il y avait des menaces de poursuite. Bon, au niveau de la ville. Quel était l'argument avancé à l'époque qui vous semblait plausible au point de dire ah oui, ok, moi je pense qu'on est aussi fin de Vous comprenez, je ne s'entendre. répondrai pas à cet élément-là. On parle d'éléments de la vie privée. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la démarche, nous avons la ville confiée à nos procureurs et il y avait les procureurs adverses. Et c'est à ce niveau-là que c'est négocié une convention de terminaison d'emploi et quittance. Et nos procureurs, dans ce qu'ils ont mis sur la table, nous ont recommandé d'accepter et de mettre fin de cette façon-là, que c'était la meilleure des solutions dans les circonstances. Donc, il n'y a pas vraiment de poursuite potentielle dans l'air. On a fait une terminaison fin d'emploi acceptée par les deux parties. Oui, Donc oui. ça mettait fin à toute autre action possible. Non, À la ça, bien satisfaction. évidemment, oui. À la satisfaction, donc sur recommandation des deux procureurs. OK. C'est beau. Ça va être tout, merci. Madame Ovington? Oui, Madame Moules. Une petite anecdote. À l'entrée de 385, anciennement, il y avait le ministère du Transport, il a mis une grosse pancarte de la ville de Forestville, puis ils vous ont fait enlever. Oui. Depuis le mois de décembre, il y a une pancarte pessamite, là. Oui, madame. Elle est très pas dans le bon corridor, parce que quand tu rentres, tu es dans la pleine face, puis il peut arriver quelqu'un, puis il regarde, puis il peut te sacrer ça dedans. Je sais pas, un accident, c'est vite manqué arrivé. une de nos assemblées aussi, parce que, Ah, oui, on a parlé de... Ah, excuse-moi, en décembre? du panneau. C'est pas grave, je vais le reprendre. Oui. Ce panneau-là est arrivé comme tout à coup, tout d'un coup. Donc, c'est le Nitassinan de Pessamit. Oui, c'est ça. Alors, un affichage en plus du côté gauche. Effectivement, il y a des citoyens qui nous ont interpellés de comme d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Alors, on s'est mis en recherche auprès du ministère des Transports, nos bureaux, savoir qui a autorisé, parce que notre panneau à nous avait dû être déplacé et d'autres panneaux sur la 138, alors que celui-là est aussi très proche. Alors, on a questionné. Personne n'avait eu connaissance, donc personne n'a autorisé la mise en place de ce panneau, ministère des Transports. Même que le ministère des Transports, compte tenu que c'est sur la 385, il y a eu un moment où il disait « ça ne nous appartient pas comme réglementation, ça appartient à la ville ». Alors ça a été éclairé, ça. Ça appartient au ministère des Transports. Okay? Et ils sont en lien présentement avec Pessamit, justement, parce que ça a été posé sans autorisation et ce n'est pas conforme en termes de distance. Alors là, ça se passe entre le ministère des Transports et Pessamit. Merci. Probablement Merci. pour le printemps prochain, parce que là, il y a quand même pas mal de neige pour les poteaux. Alors, Merci de m'écrire ça. Parce que ça m'intriguait. Tout à fait. Que, tout à fait. j'aurais une autre il a passé exactement à Paul B vers la mi-janvier un monsieur pour vendre des instincteurs pour changer les instincteurs. Est-ce qu'il y a des permis que la ville a émis à ce regard-là? Vous n'êtes pas au courant? De vente itinérante? Oui. Sûrement pas, c'est défendu. Ouais, c'est défendu, mais c'est ça, on a beau le dire, mais ils sont persistants. Hein. J'ai eu des problèmes avec les autres l'année passée.
Faut te repasser encore. J'ai eu des problèmes avec les autres parce que je lui disais qu'avez-vous un permis? Puis le monsieur il disait oui, j'ai dit je t'en ai. Mais quand j'ai appelé à la loi du consommateur, il n'avait pas de permis de la ville de Forestville. C'est ça que je voulais, parce que je l'ai vu. Parce qu'il a passé par les maisons. Ils ont passé Madame la encore greffière, dernièrement. un conseil à vous donner? Non, dans ce temps-là, vous appelez la Sûreté du Québec. Eux autres vérifient avec nous autres, puis ils sont supposés d'aller. Ils font ça tellement en... Parce que c'est eux qui sont notre mandataire au Ouais. niveau des règlements municipaux. Ok. C'est la Sûreté du Correct, ça, c'est rentré. Puis si, tu sais, mais tu sais, on envoie le préventionniste, mais il est bien identifié. Hein, il y a ses badges, il y a le véhicule de la ville. Alors ça l'identifie au maximum. Mais tout autre vendeur itinérant, on n'est pas responsable. C'est pour ça que tantôt j'ai pris ça en note quand Richard en parlait. Tout à fait. J'ai vu vraiment qu'ils font l'échange, mais ils doivent changer sûrement le sticker. Mais il doit sûrement avoir quelqu'un qui est mandaté à Forestville, de la ville, ou pour changer les instincteurs après le nombre de temps. Ben, on aura Est-ce- Blouin, les pompiers, Denis Blouin, Denis, OK. il en vend, mais c'est un pompier aussi, c'est un chef même, Ouais. au niveau de la caserne. Alors, et dans le doute, c'est ça, Mme Mais ce Millard serait dit, peut-être bon Sûreté que du ça Québec. soit annoncé sur le site de la ville que M. Blouin est en jeu. Peut-être pas tout le monde qui le savent. Ouais, mais tu sais, on n'a pas, nous, à favoriser la vente d'instincteurs Ok, par c'est- une personne. Ça, c'est personnel. le- c'est le marché. Nous, Ok. ça, on n'a pas à faire cette promotion-là Il y a d'autres entreprises qui l'offrent le service. aussi. C'est pour ça qu'on peut Nous, pas. Mais ça l'autre, en va les l'autre, instincteurs, là, un peu apparemment, partout, dans le là. réseau. D'accord. N'hésitez pas, donnez-nous un coup de téléphone rapidement à ce moment-là aussi. Ça va pour la période de questions? Alors, demain, c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Alors, c'est la fête de l'amour et la fête de l'amitié. Alors, je vous la souhaite joyeuse. Fin de la rencontre. Proposition de fermeture, Madame Leroux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Toujours le deuxième mardi du mois, 7h30, on vous attend. Au revoir.